Bienvenue sur Sortir du Burnout, le podcast qui vous aide à comprendre et revivre. Bienvenue à tous, aujourd'hui je suis ravie d'avoir avec moi Bénédicte Dion. Bénédicte, je te laisse te présenter. Bonjour Florence, c'est un plaisir pour moi aussi d'être là avec toi. Merci de m'inviter. Donc je suis Bénédicte, je suis psychologue du travail, installée en libéral, sachant que pendant 20 ans, j'ai accompagné l'humain au sein de l'entreprise dans des fonctions RH et manageuse. Super, c'est ça que j'adore chez toi, c'est vraiment cette multiplicité finalement d'expériences qui fait ta force. Alors, aujourd'hui, je t'ai invité pour qu'on parle justement de l'importance du suivi psy en burn-out. Et je voudrais d'abord qu'on fasse une petite clarification, parce que je sais que c'est pas toujours évident pour tout le monde, entre ce qu'est un psychiatre et ce qu'est un suivi psy auprès, par exemple, d'un psychologue. Ok. Alors c'est vrai que les psychiatres sont des médecins. Ils sont issus des études de médecine, donc c'est une spécialité à la fin d'un parcours de médecine. Donc eux, ils ont plutôt l'aspect euh, diagnostic. Ils posent un diagnostic sur tout ce qui est éventuellement en lien avec des troubles psychiques. Et puis, évidemment, après, ils peuvent être dans la prescription de médicaments par rapport à ce qu'ils ont posé comme diagnostic. Alors certains psychiatres aussi ont plusieurs cordes à leurs arcs. En plus de cet aspect médical, ils peuvent eux-mêmes déclencher des thérapies ou des outils, des méthodes pour aller complémenter leur particularité diagnostique et prescription. Par contre, les psychologues, c'est différent. On est issu d'un parcours universitaire avec 5 ans d'études. Sachant que dans la psychologie, dans le domaine des psychologues, il y a vraiment beaucoup de spécificités possibles. Il y a plusieurs suivis possibles quand on est psychologue. On a plein d'approches différentes. On a des approches psychanalytiques, on a des approches qu'on appelle TCC, thérapie comportementale et cognitive. On a des approches humanistes. Bref, c'est vrai que sous le mot psychologue, il peut y avoir aussi beaucoup de réalités différentes en termes de pratique et de prise en charge. Super, je crois que c'est plus clair pour tout le monde. Et donc du coup, quand on dit voilà, aller voir un psy, j'allais dire. Donc là, nous ici, on va parler de psychologue, hein, de psychologie en tout cas, de suivi psychologique, avec voilà cette idée d'avoir un dialogue, d'aller par la parole finalement, d'aller délabyrinther, dénouer finalement des situations. Oui, tout à fait. La prise en charge psychologique, c'est ça. C'est vraiment de travailler séance après séance, d'élaborer psychiquement quelque chose et d'aller le dénouer progressivement. Du coup, dans le cas du burn-out, pour quelqu'un qui est déjà en burn-out, quel est l'intérêt d'avoir un suivi psychologique? Alors, il y en a plusieurs, il y a vraiment plusieurs aspects. Je dirais qu'en tout premier lieu, c'est de pas rester seul. Pour moi, quelqu'un qui connaît, qui est face au burn-out, déjà c'est quelque chose qui prend par surprise. C'est quelque chose d'assez soudain en général, hein. Et du coup, on a cet état un petit peu on est figé et on comprend pas ce qui se passe. Donc ça fait peur, ça fait très peur. On a un peu l'impression d'avoir un genou à terre et puis comme on voit les autres debout, on se dit mais c'est bizarre, enfin c'est pas normal, c'est moi, ça vient de moi. Donc en plus, on a tendance à s'isoler et à se mettre finalement dans une position de seul contre tous quoi. Déjà je comprends pas, puis en plus je peux pas être compris, puis je peux pas expliquer ce que j'ai puisque moi-même je comprends pas. Bon, il y a tout ce processus-là. Donc c'est dangereux de rester seul dans cette situation-là, qui est hyper douloureuse et qui est hyper dévastatrice en termes d'estime de soi ou d'image de soi. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis, du coup, aller voir des personnes comme des psychologues, ça permet, ben voilà, d'avoir un espace de parole, un espace de soutien. Faut faire attention parce que chacun doit porter son rôle. Si la personne a une famille, a un conjoint, ou si elle a des amis, attention à laisser chacun dans sa place. C'est vrai que le conjoint n'est pas psy. Des fois, ça peut être difficile pour le conjoint de porter ça, de porter cette situation pour la personne qu'il aime.
de pas d'être impuissant face à ce qui se passe, personne comprend. Voilà, enfin ça peut installer des dynamiques après au sein du couple qui peuvent aussi créer des dégâts quelque part. Ça peut être trop lourd à porter pour les proches en fait. Voilà, c'est ce que je sais pas si tu me rejoins Florence Totalement. dans ouais, Totalement, totalement. Et c'est vrai que du coup, des fois, dans certains cas, il peut même y avoir un intérêt à avoir des espaces de parole pour les proches, finalement. exactement. Ouais. Effectivement. Mm, Effectivement. mm. Donc aller voir un psychologue, c'est déjà ne plus rester seul et puis trouver un espace pour parler, pour en parler. Donc ça, c'est déjà pour moi super important. Après, bon, évidemment, l'idée, c'est d'aller comprendre ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise. Donc pour moi, c'est vraiment l'intérêt du suivi psychologique. Parce que si on fait pas ça, c'est rester dans une méconnaissance de ce qui s'est passé, et puis c'est prendre le risque que ça se reproduise. Donc là, ça va être important. Du coup, dans cet espace de parole et puis d'interrogation, je trouve il y a deux endroits à interroger. Forcément, il y a l'endroit de la personne, mais c'est vrai que dans le burn-out, il n'y a pas que cet endroit-là qui compte, il y a aussi l'endroit de l'environnement où a évolué la personne. Un burn-out, c'est pas que une question de personne, c'est vraiment une question, c'est plus global. L'épuisement, c'est la rencontre entre un individu et ses caractéristiques avec un environnement avec ses propres caractéristiques. Et c'est la rencontre des deux qui s'est pas bien passée. Donc c'est ça qu'il faut aussi pointer. Et puis ça, il faut vraiment l'aborder en séance de psychologie pour désinternaliser le problème. La personne n'est pas le problème. Il y a peut-être une part en elle de responsabilité, mais voilà, il faut vraiment réattribuer les bonnes responsabilités aux bons endroits. Voilà. Et la personne, elle n'a pas à tout porter. Par contre, elle est responsable de faire quelque chose de cette épreuve-là, que ça serve à quelque chose, de mieux comprendre son propre fonctionnement et de mettre en place des choses pour s'en protéger par la suite. Donc c'est vrai que moi, quand je reçois les personnes et quand on commence à travailler tout ça, alors la première chose à laquelle je fais très attention, c'est que le travail soit possible. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait un minimum de ressources psychiques, d'oxygène et de clairvoyance. Donc souvent moi le premier axe que je travaille avec les gens, c'est l'axe énergétique. C'est vraiment fondamental. Souvent, ils ont l'épuisement, c'est qu'ils ont été au bout de leurs réserves, au bout de leurs réserves énergétiques. Ils ont été au bout de leurs ressources, souvent physiques, parce que le corps il a lâché. Au bout de leurs ressources émotionnelles, parce que là ils ont plus rien. Ils sont dans un état de noirceur ou de confusion ou d'irritabilité ou de saute d'humeur. Enfin, il n'y a plus rien de gérable. Et puis voilà, ils ont été au bout de toutes leurs ressources finalement. Donc ça, c'est très important déjà de permettre de recharger les batteries. Ça, Sans ça, c'est, on pourra pas travailler dans la clairvoyance et sans oxygène, donc ça sert à rien. ça, je trouve Donc que c'est super important, ce point-là. Si tu me permets de t'interrompre à cet bien sûr. endroit-là, parce que effectivement, il faut être prêt à faire ce travail sur soi, mais Ouais, même déjà physiquement, ouais, physiologiquement, d'avoir l'énergie et d'avoir j'allais dire, le bon fonctionnement mental, cognitif, pour pouvoir aborder ces sujets-là, avoir ce recul sur soi-même. Et on le sait très bien, et toi et moi, dans les tout premiers temps, les premières semaines, les tout premiers mois, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir ce recul. Et là, je trouve que c'est important quand même pour ceux qui nous écoutent de le dire. Du coup, la case entre guillemets psychologue, c'est pas forcément la première case. C'est pas forcément par là qu'il faut passer en tout premier. Il faut éventuellement avoir déjà été accompagné à d'autres niveaux pour remonter l'énergie physiologiquement, et c'est très bien que tu le vérifies quand tu reçois la personne, je te remercie de l'avoir précisé, pour pouvoir ensuite faire ce travail en profondeur, en sérénité, dans un cadre, j'allais dire, où la personne est en capacité de le faire finalement.
Oui, il y a une sorte de stabilisation d'abord à réaliser en fait. Il y a la clairvoyance, mais aussi la stabilisation, parce que quand on va travailler après sur ce qui s'est mal passé ou ce qui a dysfonctionné, on peut revenir à des endroits difficiles et compliqués. Mm, Il faut pas retraumatiser la personne, quoi. Faut qu'elle soit bien dans son corps pour pouvoir réaborder ça aussi. mm, Ça mm. peut ressecouer. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un travail hyper important à faire avant. Et oui, je te rejoins, moi, très souvent, je regarde toutes les personnes qui entourent le patient qui vient me voir. Je regarde s'il a déjà des piliers, des soutiens. Qu'en est-il de sa relation avec le médecin traitant? Est-ce qu'il a déjà mis en place des choses pour son bien-être et quoi? Et c'est vrai que souvent j'aborde la sophrologie ou quand vraiment il y a aussi eu des messages du corps, l'ostéopathie, bon, tout ça, quoi, hein, en fait. Mm, mm, mm. Alors, il peut y avoir aussi la naturopathie. Enfin, en fait, il y a plein de prises en charge possibles hein, autour de cette problématique. Et je dirais qu'elles sont toutes complémentaires et que c'est à chacun de se construire son programme de reconstruction en fonction de ce qui lui parle, ce qui lui semble accessible pour lui et ce qui lui semble pertinent, qui marche pour lui. Tout à fait, tout à fait. En ayant bien en tête que c'est cette reconstruction qui doit d'abord être, on va dire, physique, Mm. physiologique, presque biologique, hein, avant de pouvoir continuer vers le reste, parce que sinon on n'a pas la ressource, même au niveau du niveau d'énergie, la ressource suffisante pour pouvoir en un sens, avoir ce recul sur soi finalement. Exactement. C'est vraiment la condition sine qua non. Donc, il faut être vigilant à ça. Donc, des fois, c'est vrai que les patients, ils sont surpris parce que je leur dis, bon, bah alors, avant de revenir, je vous invite à aller voir, voilà, donc votre médecin traitant ou votre sophrologue. Ah bon? Tout à fait. Voilà, donc c'est des petites, c'est important de le préciser, je Mm, pense. mm. Voilà. Oui, oui, oui. Donc effectivement, après, donc quand on a euh, déjà paramétrer ça, j'ai envie de dire déjà aborder cet aspect-là. Il faut aussi comprendre son mécanisme énergétique, donc revenir sur. Alors, si j'ai été épuisée, c'est qu'à un moment donné, j'ai perdu la main. J'ai perdu la main sur ce qui me donnait de l'énergie et sur ce qui m'en prenait. Et a priori, je me suis laissée déborder par ce qui me prenait de l'énergie. Donc, c'est travailler autour de justement toutes les fuites énergétiques aussi qu'on n'a pas vues, notamment quand la machine dans le mental s'emballe et que on refait des scénarios qu'on vit soit dans le passé à ruminer, ah j'aurais dû faire ci, ah il s'est passé ça, ben du coup j'aurais dû répondre ça, enfin bon bref, on refait le passé, des scénarios. Ou alors, quand on est dans le futur, c'est pareil, c'est une autre fuite énergétique, à faire trop de projections, trop d'anticipation. Alors, si ça se passe comme ça, et je ferai ça. Ah, mais je risque ça. Ah, ben alors, si je risque ça, mince, il faut pas que je fasse ça. Enfin bon, bon. Ça, c'est un exemple de fuite énergétique. Donc, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de rester dans le moment présent et de s'entraîner à vivre dans le présent. Parce que ça aussi, c'est un sport. On n'est pas forcément habitué à se reconnecter au moment présent et à être dans son corps et à être dans ses actions et à être dans une belle qualité de présence au monde, j'ai envie de dire, à l'instant T, quoi. Voilà. C'est pas forcément quelque chose qu'on apprend à l'école. Bon, voilà. Non, non, c'est vrai que c'est pas quelque chose. On le travaille aussi en sophro, c'est logique. Hein, il y a plein de choses qui vont se recouper entre certaines techniques, c'est normal. Mais c'est vrai ce côté être dans le présent qui est très reposant, qui est très apaisant. Donc pour économiser son énergie, c'est un truc imparable. Exactement. Donc il y a eu un moment donné dans le système énergétique, on n'a pas su respecter son écologie. Donc c'est vraiment tout ça qu'il faut renégocier. Enfin déjà pointer, conscientiser et puis renégocier. Il y a un lien aussi après à travailler avec le rapport au corps. Pourquoi à un moment donné, je me suis déconnectée de mon corps? Donc pourquoi je n'ai pas écouté mes besoins? Pourquoi j'ai été au-delà de mes propres besoins vitaux, quelque part, en termes de sommeil, en termes d'alimentation, des fois. Bref, je me suis complètement oubliée. Donc, et c'est là où va commencer le travail, j'ai envie de dire, enfin, psychologique, hein, d'élaboration. Le rapport au corps. Après, on va évidemment pointer le rapport au travail. Pourquoi la place du travail a pris autant de place, justement? Pourquoi j'y ai accordé tout, bah,
presque mon corps, ma vie, mon temps, mon énergie, pourquoi j'ai surinvesti ça. Donc c'est aller chercher tous les ressorts. Alors évidemment, moi, avec ma patte psychologue du travail, bien sûr que je vais aller aussi sur le rapport à l'autorité, et puis interroger le rapport au système. Il y a cet aspect systémique qui est super intéressant justement à aller considérer. Souvent, je remonte au premier système dans lequel a vécu la personne, puisque l'épuisement professionnel a eu lieu au sein d'une organisation qui en soi est un système. Voilà. Eh bien, on va aller voir pourquoi aujourd'hui je fonctionne comme ça dans un système. Et souvent, bah, c'est le tout premier système qu'on a connu qui nous a donné un câblage. Donc c'est le système évidemment du foyer, le système de la famille. Donc c'est bien d'aller aussi l'âge qu'on porte dans le présent. Et il faut vraiment aussi déculpabiliser les gens parce que s'ils ont eu ce fonctionnement-là, c'est que ça a été un fonctionnement qui n'est pas né de nulle part, c'est que ça a été un fonctionnement qui a servi une adaptation au tout premier système. Donc il a été très malin ce fonctionnement. Sauf que, évidemment, bah, les gens en grandissant changent de système, hein, on évolue, puis on mature psychiquement aussi. Et puis ce qui a été vrai à une époque, bah, devient des fois contre-productif à une autre époque et se retourne contre nous. Et là, c'est plus du tout le même résultat, c'est plus du tout opérant. Tout à fait. Donc c'est tout ça finalement qu'on peut aller réinterroger au sein de consultations avec un psychologue. Qu'est-ce que je regarde d'autre aussi? Donc identifier les schémas comme ça qui ont mené à l'épuisement. Et puis bah après on va travailler sur euh, apprendre à poser des limites. Parce que souvent, si on s'est déconnecté de ses propres besoins, voilà, c'est que il y a eu des limites de franchies, de dépassées, et on les a pas du tout conscientisées. Donc, il y aura aussi un travail autour de l'affirmation de soi. Souvent, c'est ça. Hein, c'est bon. Alors maintenant, il faut que j'apprenne à me respecter, Mm. et c'est la condition sine qua non pour ensuite me faire respecter aussi. Voilà. Mais c'est vrai que si au tout début on se respecte pas, on peut pas demander aux autres de le faire à notre place. C'est pas comme ça que le monde marche. Effectivement. Je te vois réagir. Mm. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà. Donc il y a alors évidemment là je parle de grandes lignes. Tous les accompagnements que je fais sont individuels et puis différents puisque tout le monde est unique. Hein. Donc là voilà je brosse un tableau un peu généraliste mais bon hein, on reste bien d'accord que je fonctionne au cas par cas et que ça peut être différent d'une personne à l'autre sur les thématiques abordées. Bien évidemment, bien Là évidemment. je Je vous pense que trace des grandes lignes, hein, des mm, grands. c'est intéressant, je pense, pour les personnes qui nous écoutent de comprendre, voilà, l'intérêt de venir voir un psychologue. Moi, j'ai pris quelques notes pendant que tu parlais, donc j'ai noté, hein, ne pas rester seul, comprendre. Je crois que comprendre, c'est vraiment très très important. Aller interroger le système, l'environnement, le rapport au corps, le rapport au travail, la place du travail dans la vie, ça, c'est indispensable hein, en burn-out. Souvent, le travail a pris une place beaucoup trop importante. Et ces schémas répétitifs dont tu parlais, qu'on va retrouver, qu'il faut aller, voilà, ces moules quelque part qu'il faut parfois aller casser ou à minima revisiter. Et bien sûr, ces limites, les connaître et les respecter et apprendre à s'affirmer. Moi, je trouve que c'est un beau package hein, que tu nous proposes. Bah oui, puis aussi, alors il y a un autre aspect qui est important, je trouve, c'est vraiment se reconnecter à soi, Mm. non seulement au travers des besoins, des envies, mais aussi à nos valeurs. Parce que le burn-out peut être aussi une question de conflit de valeurs et il peut y avoir un gros sujet autour de ça. À un moment donné, on se retrouve dans un système qui correspond plus du tout à nos valeurs et c'est épuisant quand on se retrouve à cet endroit-là. Ouais. On n'est plus en accord. Il y a des conflits de valeurs qui viennent à nous et on n'y arrive pas. C'est très compliqué et heureusement de suivre un chemin qui va à l'encontre voilà de notre identité profonde et de nos valeurs.
De Donc son... voilà, il y a des fois des boussoles à remagnétiser, j'ai envie de dire, parce que les valeurs sont quand même ce qui nous guide dans la vie. Et des fois, on en est déconnecté. Donc il faut reconscientiser ça et puis apprendre à les incarner pleinement pour être heureux, pour trouver du sens aussi à ce qu'on fait. Il y a des fois des systèmes, des environnements, on n'y trouve plus de sens et c'est dévastateur. Voilà, donc il faut aussi pointer, regarder cet endroit-là. Je trouve. Hein, Tout à fait, voilà. tout à fait. Bon. Voilà, plein de points, je pense, à la fois de compréhension, mais aussi d'éclairage sur les sujets qui peuvent venir sous-tendre finalement un burn-out. Donc, je pense que ça va aider pas mal des personnes qui nous écoutent. Alors juste Est-ce- si je peux me permettre Vas-y, je t'en aussi, prie. Florence, ce qui est important aussi, c'est de préparer la suite dans un Oui. cabinet. Donc évidemment, tout ce travail-là, on le fait pour prévenir les rechutes. Donc moi, ce que j'aime bien faire à un moment donné, quand je sens que la personne, elle a repris de la force, elle est à nouveau connectée à ses ressources psychiques, émotionnelles et physiques, bah, c'est le moment de cartographier finalement les signaux d'épuisement qu'elle n'avait pas vus à l'époque, mais de tout reposer sur la table, quoi, et de tout bien ancrer. Parce que je dis cartographier, c'est pas anodin. Moi, je le fais, voilà, avec un papier, un crayon. Enfin, voilà. En Hmm. tout cas, poser sur papier, parce qu'il faut après pouvoir le voir visuellement. Il faut vraiment avoir ce genre de d'outils concrets qu'on prend avec nous pour la suite. Et l'idée, c'est d'aller voir, ah bah oui, c'est vrai que là, je commençais à mal dormir, ou là, c'est vrai que j'avais eu de plus en plus de réveils nocturnes. Ah oui, c'est vrai que là, je commençais à plus trop faire attention comment je m'habillais. Ah mais là, j'ai commencé à me disputer et à plus du tout sortir avec des amis. Voilà, donc c'est tous ces signaux-là, cette escalade finalement qu'on reprend euh, pour qu'elle soit conscientisée, puis qu'après, dès les premiers signaux qu'on a repérés, parce qu'on va évidemment du plus faible au plus fort, mais l'enjeu c'est d'aller au tout début de l'escalade hein, pour pas la reconnaître hein, à nouveau. Et puis là, nos radars ils sont affinés. On se dit ah là c'est les premiers signes, attention. Voilà. Hmm. Et l'idée, c'est cette meilleure connaissance de soi, on la partage aussi, on la partage avec nos proches, avec notre famille, nos amis, et on leur dit voilà, je sais, j'ai vu, maintenant j'ai conscience de tout ce qui s'est passé, et dès que vous aussi vous verrez ces premiers signaux, et ben quelque part, vous pouvez m'aider. Vous pouvez être des gardiens, vous aussi, de ma santé mentale, quelque part, vous pouvez agir. Donc n'hésitez pas à, dès qu'il se passe ça, que vous voyez ça, que vous êtes témoin de ça, à me dire, oh là là, attention, regarde ce qui se passe. Donc moi, enfin après, on peut même, si on a des enfants, que ça devienne un lien de plus. De complicité avec ses enfants. Moi, j'ai par exemple quelqu'un que j'ai accompagné. Elle a réalisé un tableau autour de la colère avec son enfant, Hmm. qui avait quelques 4 5 ans, mais ils ont fait ensemble ce temps créatif qui était déjà hyper plaisant en soi de partager ça avec son enfant. Donc, ils ont fait un tableau de la colère avec du rouge, avec du noir, bref, avec plein de trucs, voilà qui leur parlait. Et puis, bah, maintenant, c'est un outil entre eux. Donc, dès que l'un ou l'autre se met en colère ou voilà, il y a des signes, eh ben, il va chercher le tableau puis il le présente à l'autre. Ben, regarde, dis donc, ce qui se passe là. T'as pas l'impression qu'il se passe ça? Et tout de suite, ça fait descendre tout de suite bah, la tension et c'est dérivé du coup sur autre chose. C'est ah oui, tu as raison, effectivement. Maman est fatiguée, maman s'est mise en colère, mince. Merci à toi d'être témoin de ça et de me faire réagir. Donc Magnifique. voilà, c'est un petit exemple, mais c'est Hmm. vrai que l'idée de cartographier, c'est très important. Et évidemment, après avoir fait cette cartographie de signaux, l'idée c'est de faire le plan de sécurité. Et c'est l'outil que je viens de vous parler, c'est de trouver ses propres outils, ce qu'on va utiliser pour garantir la sécurité, en fait, de pas retomber dans l'épuisement. Voilà. Donc ça, l'histoire du tableau avec l'enfant, c'est un exemple. Il peut y avoir aussi des carnets où on inscrit, alors, quand je suis pas bien, c'est vrai, pensez à faire une séance de sophrologie, pensez à aller se balader dans la forêt, écouter la playlist que je viens de préparer. On peut anticiper tout ça.
Mais c'est vrai qu'une fois, quand on est de nouveau dans un rythme de travail, quand on est de nouveau le nez dans le guidon, quand voilà l'épisode du burn-out il est un petit peu loin derrière nous, et puis bah du coup on sait plus trop, on n'est plus trop connecté à ce qui s'est passé, aux solutions qu'on avait trouvées ou aux bonnes pratiques qu'on avait identifiées. Donc vraiment, vraiment faire des outils concrets, des outils voilà matériels pour la suite. Je trouve ça très très important. Ça, c'est fondamental. Merci d'avoir donné des exemples aussi concrets, parce que ça parle beaucoup. Et je crois que ça peut être utile même comme conseil, même avant, hein, même en prévention, j'allais dire, Oui, tout à fait. c'est quelque chose qui peut être essentiel. Alors, et aussi, donc avoir pour, si retour au bureau il y a, c'est vraiment préparer cette reprise-là. C'est aussi savoir identifier les piliers, les acteurs qui vont nous aider. Voilà, c'est toute une préparation. Alors évidemment, moi, venant de l'entreprise, forcément que je pense au médecin du travail. Attention, avant de reprendre, il faut demander une visite au médecin du travail. Évidemment, alors je sais pas si tout le monde est au courant, mais c'est vrai que dans la plupart des entreprises, il y a une médecine du travail et l'employeur se doit d'organiser une visite de reprise après un arrêt, un long arrêt. Mais en fait, l'entreprise ne paye pas que pour ce genre de visite. L'entreprise paye aussi pour des visites à la demande du salarié sans que l'employeur soit au courant. Ce qui veut dire que quand vous êtes en arrêt, vous pouvez solliciter de votre côté la médecine du travail en toute confidentialité sans que l'employeur soit au courant. Et là, vous pouvez avoir affaire au médecin qui normalement est censé connaître l'entreprise et lui parler de votre état. Voilà, moi, je suis en arrêt depuis tant de temps. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que j'ai vécu. J'appréhende un petit peu. Voilà, enfin, voilà où j'en suis dans mon arrêt, dans comment mon état. Comment vous pouvez m'aider? Comment vous voyez les choses? Euh, à la reprise, qu'est-ce que vous pensez qui se passera? Quel aménagement on pourrait envisager d'après vous, etc. Mais c'est vrai que c'est important de savoir les différents acteurs qui peuvent nous accompagner à ce que la reprise se passe le mieux possible. Donc, le médecin traitant est très important dans cette reprise-là, dans ce retour au travail, puisque c'est lui qui va décider de la fin de l'arrêt et si oui ou non est envisagé un mi-temps thérapeutique, une reprise en douceur, quoi, hein. Mais voilà, il faut aussi être en lien avec le médecin du travail. Il faut faire équipe, tous ensemble. Donc voilà, il y a des bonnes astuces aussi à avoir lors d'un retour au travail. Parce que oui, on peut envisager un retour au travail après une situation d'épuisement. Euh, Parce que justement, des fois, on peut se poser la question. On se dit, mais alors ça veut dire que là, je peux pas retourner, ça veut dire qu'il faut que je me réinvente. Alors, tous les scénarios sont possibles. Il faut pas se limiter. Il faut s'autoriser à penser que soit si on se sent prêt, on peut y retourner et les choses peuvent changer. Soit, bah, si on n'a plus envie, envisager autre chose, une reconversion, et puis travailler là-dessus. Voilà, s'ouvrir un nouvel horizon. Mais souvent, on me pose la question, mais après un burn-out, mais on peut pas retourner dans l'entreprise. Alors, j'ai envie de dire, Ça si, dépend. alors ça dépend, mais il faut qu'il y ait des conditions qui soient cochées. C'est-à-dire que, et d'une, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que la personne ait pris sa part et ait travaillé sur ce qui dépend de lui, donc sur ses caractéristiques. Mais il faut aussi que l'entreprise soit capable de prendre sa part pour des évolutions, pour que ça ne se reproduise pas, cette mauvaise mayonnaise, cette mauvaise rencontre. Donc si ça bouge de part et d'autre correctement, j'ai envie de dire c'est possible, c'est possible. Tout à fait. Mais vous comprendrez bien qu'il faut qu'il y ait pas mal de cases de cocher, quoi, quand même. Exactement. Et ça, tout ça, ça se vérifie. Absolument. Bénédicte, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je te remercie énormément pour toutes Merci à ces toi. explications et ces conseils. Et puis, Merci. je te dis à très bientôt et je dis à très bientôt à nos auditeurs. Et ben avec plaisir et bonne continuation à tous nos auditeurs et merci de votre écoute.